les plus belles années de ma vie, ce sont les années de guerre. Eh oui, il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Mais c'est là où j'ai rencontré... Mais c'est là où j'ai rencontré des hommes courageux qui acceptaient de mourir. C'est fantastique. C'est quand même la plus belle preuve. C'est bien dommage. Mais c'est quand même la plus belle preuve de la vertu. Je suis désolé. Le courage est une vertu, à mes yeux. Vous vous rappelez le premier film que vous avez vu? Enfant, le tout premier? Le tout premier, je ne sais même pas comment il s'appelle. Oui, je me souviens très bien en quelles circonstances c'était. C'était dans une taverne, dans une espèce d'immense brasserie à Belfort, quand j'étais un tout petit garçon. Et à un moment donné, on a éteint les grands lustres de la grande taverne, de cette brasserie. On a laissé juste des petites veilleuses, on a descendu un drap le long du mur. Et puis un appareil qui faisait beaucoup de bruit, posé sur une table, a projeté une histoire qui m'a semblé sublime, policière d'ailleurs, avec des fiacres, avec des portes dissimulées derrière des cheminées ou des bibliothèques. C'était le premier film que j'ai vu. J'étais d'une petite bourgeoisie du 9e arrondissement. Je suis né chaussée d'Antin, j'y ai vécu 16 ans. Et j'étais un enfant très à l'abri, choyé, aimé, très entouré. J'ai fait les premiers mètres de films de ma vie à 6 ans et 4 mois en janvier 1923, 24. Vous vous rappelez de ce que vous avez tourné à ce moment-là? Ah oui, bien sûr, mon père, ma mère, ma sœur, mon frère, et un morceau de mon appartement. Mais mon père avait des idées, on appelait déjà plus ça des idées avancées, non, mais enfin mon père était un vieux socialiste, et il voulait que j'aille d'abord à l'école communale, avant d'entrer au lycée. Puis j'ai fait des études tout à fait ordinaires. Qu'est-ce que vous appelez ordinaire? Ben, j'étais un mauvais élève, presque toujours. Il passait son temps à lire Fantomas, c'est son obsession. Il lisait Fantomas en prenant le chemin de fer de ceinture. Il faisait toute la ceinture, tout le tour de Paris en lisant Fantomas. Il en parlait beaucoup de son enfance. Et c'est ça qui le reliait, à mon avis, à Cocteau. Parce qu'ils avaient tous les deux une fascination pour l'enfance. Et puis cette enfance, elle se croisait quelque part du côté du Faubourg Montmartre. Et ça, quand il a fait Les Enfants terribles, c'est sûr qu'il n'a pas seulement adapté sur l'enfance de Cocteau, mais qu'il a aussi pensé au sien, qui était très fort. Ce que je sais entre Melville et mon père, c'est que mon père était un homme déjà adulte, quand il a eu un jeune frère très turbulent, qui était difficile à contenir, qui était un fou de cinéma. Dès le départ, c'était un fou de cinéma, qui ne voulait pas travailler, qui ne voulait rien faire, et qui était certainement déjà sûr de sa destinée. Mais qui avait un modèle qui était son grand frère.
C'est évident. Ça se sent dans la manière aussi d'écrire de Melville, ses scénarios, ça, une sorte de plaisir qu'il a à écrire. Mon frère, qui était un agrégé en différentes matières, je ne sais même plus lesquelles, tellement il était agrégé un nombre de fois incalculable, voulait absolument que je sois comme lui, un intellectuel à diplôme, et moi je ne le voulais pas. Alors j'ai refusé absolument de continuer mes études, et je suis parti travailler n'importe où à 200 francs par mois. Qu'est-ce que vous avez fait comme petit métier? N'importe quoi. Alors ça, c'est inracontable, tellement il y en a eu. Enfin, Grouillot, pour commencer. Mais enfin, libre. Libre, et puis libre de rêver, surtout, ce qui était important. Comme il foutait rien, mon père et sa mère avaient décidé de le faire travailler chez un marchand de diamants. Il a travaillé, je ne sais pas quelle rue, où il y a des diamantaires juifs, et hollandais, et pas forcément juifs d'ailleurs. Et il travaillait, donc il transportait des diamants. Et il ne les livrait pas, il allait au cinéma avec les sacs de diamants. Il ne s'est jamais fait voler, il ne s'est jamais fait truc, mais ils l'ont foutu dehors au bout de 3 jours quand ils s'en sont aperçus. Parce que lui, il passait par un cinéma, il rentrait au cinéma, il avait une sacoche de diamants dans la poche, et il s'en foutait. Ce qui nous plaisait, nous, à l'époque de la Nouvelle Vague, c'était ça, c'est-à-dire de voir quelqu'un qui analysait, qui regardait les films comme nous. Voilà. Il n'y en avait pas beaucoup dans les cinéastes, c'était pas le cas de la plupart des cinéastes. Et là, on avait quelqu'un qui nous avait devancés, en quelque sorte. C'est pour ça que on le considérait comme un parrain. Godard a montré son film à Jean-Pierre, en disant « Je suis désespéré, je viens de faire un film, il est immontable. » C'est épouvantable, il est immontable. Ce qui était vrai, c'était à bout de souffle. Donc Jean-Pierre a vu à bout de souffle, il a dit « Il a raison, il est immontable ton film. Gardez-le tel quel, ça va être une révolution. » La seule chose que je peux vous dire qui est dommage, c'est que quand Belmondo se fait tuer à la fin, prend une balle dans les reins, et on ne meurt pas comme ça en titubant, en se baladant. Quand on prend une balle dans les reins, on est projeté en arrière, et on reste étendu.其實我自己嘅代表就係佢有一樣嘢就係佢其實對個世界唔係好協調，即係某程度呢啲人都有啲憤世嫉俗，同埋我自己覺得就係話你當佢係自我同埋自大啦，有少少佢咁樣嘅嘢，因為佢覺得如果佢要去反抗同埋去唔認同嘅世界，佢係又冇能力。但係如果佢要順應個社會，佢又唔願意，所以好多時佢表現呢啲人嘅時候咧，佢都係情願唔講、唔做佢中意做嗰一剎那咯。所以好多時呢啲人物會變成咧就係咧冷得嚟好似好有型咁，就因為佢好似人哋唔明佢有好大嗰個所謂嘅powerful， 但係佢唔會亂用，即係往往我覺得睇呢啲人物嘅時候就係深藏，但係某程度亦都係叫做冰冷。Il avait connu des truands qui avaient fréquenté la gare Saint-Lazare, il y en avait quelques-uns dans la bande. Tous les types, les espèces de voyous de Paris qui rataient leurs études et tout ça, ils se réunissaient là-bas. J'ai connu plein de types. Il y en avait un, on l'appelait Raymond l'avocat. Il est devenu l'avocat de Melville après ces trucs-là. C'est extraordinaire parce qu'un jour, il m'a amené avec lui place de la République. Et dans un bar, où il n'y avait que des truands. Et en particulier un mec que j'écoutais avec admiration, qui s'appelait Cuvelier. Et quand je suis rentré à Marseille, je dis à ma mère, j'étais avec Jean-Pierre,
Je suis allé dans un bar, Jean-Pierre, c'est vraiment, je comprends pourquoi il fait des romans policiers, il réalise des romans policiers. Il y avait des truands, il y avait Cuvelier, c'est un mec formidable qui parle bien. On ne peut pas penser que c'est que des ignares. Et 3 jours après, dans le Provençal, il y avait une photo de Cuvelier en page effets divers qui s'était fait descendre dans le bar où j'étais. Ma mère me disait, tu reverras jamais Jean-Pierre. Mais il en parle avec tellement de nostalgie du Pigalle d'avant-guerre, voilà, et qui était un Pigalle fait de putes, de macros, de gangsters, on n'employait pas ce mot-là, mais des trucs comme ça. Et ça, il était fasciné par ça quand même, par cet univers-là. Mais pour lui, c'était pas tellement l'écorce réelle à Pigalle. C'était de plus en plus le milieu des gangsters américains transposé dans Paris. Le dernier signe qu'on a eu de ça dans son cinéma, ben, le premier aussi d'ailleurs, c'est Bob le Flambeur. Dites-lui un mot, un seul. Deauville. Belle gueule de voyou. Ce Bob, c'est un de vos indicateurs? Jean-Pierre est allé chercher Roger Duchesne, un collabo. Il est allé le chercher en prison pour tourner Bob le Flambeur. Il l'a pris à la sortie de prison, qui était un comédien d'avant-guerre, qui avait été un grand comédien. Mais personne ne voulait faire travailler Roger Duchesne. Parce que même les films, même les polars contemporains, etc., ça porte la marque de l'avant-guerre. Il n'est pas du tout à l'heure dans ce que c'est que le monde des truands aujourd'hui. C'est une transposition du monde d'avant-guerre qu'il a connu. J'ai souvent porté des Burberry, mais le Burberry, il est croisé. Ça, c'est avec les ceintures, avec les anneaux. D'ailleurs, ils les vendent toujours comme ça. Hein. Si vous allez chez Burberry, ça n'a pas bougé depuis la guerre de 14, depuis 1917. C'est les Burberry qui avaient les officiers américains quand ils sont arrivés en France. Et ces anneaux servaient à mettre les quarts. C'est les quarts pour boire, et puis la gamelle, quoi, pour manger. 日本のギャング映画っていうのはすごく高等向けっていうかその頃のギャング映画っていうのはすごくフランス映画の影響を受けた映画で日本ではありえないんですけどもみんな長い黒いコートを着てボルサノリーノみたいな帽子をかぶって拳銃を撃ったりしてやってましたね。Dans le milieu des gangsters, ce qui l'intéressait, c'est qu'on n'y bavardait pas, que les rapports de force étaient clairs et la résolution d'un conflit se faisait par la force. Et je m'aperçois en vieillissant que tout ce qui aurait dû être des mauvais souvenirs de 1940 à 1944, nous avons des mauvais souvenirs. Ça n'est plus maintenant qu'une sorte de période qu'on ne revit qu'en la rêvant avec nostalgie. Je me suis engagé à titre résiliable au 71e régiment d'artillerie à Fontainebleau. Je suis monté en ligne en septembre 1939. Le 10 mai, je suis monté en ligne et nous avons fait la campagne de Flandre. Je me suis embarqué à Dunkerque et j'ai passé 6 jours à Bournemouth. Et Week-end à Zuidcote, c'est un livre que j'avais bien entendu lu à sa parution pour l'unique raison que j'avais fait Dunkerque. Mais pour moi, Dunkerque, c'était pas du tout Week-end à Zuidcote. Week-end à Zuidcote, c'est un mélange de choses vraies et de choses fausses.
Alors qu'il était très très facile de raconter la véritable histoire de Dunkerque avec une unité combattante, au lieu de raconter l'histoire d'une unité complètement liquéfiée, avec un sergent qui se bagnaude dans des ruines et qui ne se bat pas. Enfin, ça n'avait rien de glorieux. Il y a eu quand même, à Dunkerque, à ce moment-là, des choses glorieuses. C'était un type qui est parti à 19 ans, qui est revenu à 25 ans, qui n'était plus le même homme, qui a vu des horreurs, qui a vu la... Je crois que toute sa section s'est fait décimer. Et qu'après, il a été remis dans une autre section, et que la moitié de l'autre section s'est fait décimer. Mais est-ce que vous avez aimé la guerre? Oui, j'ai honte. J'ai honte, oui. Ouais. Le rare moment où on rencontre la vertu dans une vie d'homme, et Emmanuel, tu vas me dire si je me trompe, c'est dans la vie militaire au contact des officiers de carrière. Car ce sont les vrais moines que j'ai connus. Et pour lui, être militaire ou être moine, c'est la même chose, c'est comme d'entrer dans les ordres. Et d'ailleurs, de faire du cinéma, c'est aussi comme de rentrer dans une confraternité ou dans un ordre, et il faut renoncer à tout ce qui n'en fait pas partie. Il y avait aussi un militaire dans Léon Morin, c'était Léon Morin lui-même. Lui, il voyait le curé absolument comme un officier. Moi, j'avais l'impression, il refait Le silence de la mer, sauf que cette fois-ci, au lieu de l'officier allemand, il y a un prêtre catholique. Ce qui était important, c'était d'abord la soutane. Donc je partais avec Belmondo à côté de l'église Saint-Sulpice, où il y a tous les tailleurs qui font les vêtements ecclésiastiques, et des essayages sans fin pour que cette soutane soit absolument impeccable pour donner cette impression d'un officier en noir. Je me souviens par exemple avoir été très longtemps à Bordeaux, et les Allemands ne me dérangeaient pas tellement à Bordeaux. Bordeaux n'était pas ma ville. Je me souviens d'un soir où j'ai lié conversation avec un officier allemand et où je l'ai trouvé absolument charmant. Et je me suis dit, c'est presque dommage de se faire la guerre. Et puis un soir, j'ai voulu repartir à Paris. Et je suis monté dans le train, j'avais loué ma place. C'était 9 h du soir. Et au moment où le train allait partir, j'ai fichu ma valise par la fenêtre et je suis redescendu du train. Et je me suis dit, Paris avec les Allemands, ça, je ne peux pas le voir. Moi, je trouve que la plus belle phrase de Jean-Pierre, c'est pas François Chalais qui l'interviewe, mais je ne sais plus qui c'est, et qui dit, on lui dit, mais vous êtes un héros. Un journaliste, je ne sais plus lequel. Et Jean-Pierre dit, non, je suis pas un héros, vous savez comment je m'appelle? Et l'autre lui dit, ben oui, vous appelez Jean-Pierre Méduit. Il dit, non, je m'appelais Jean-Pierre Grimbach. Si je ne m'étais pas appelé Jean-Pierre Grimbach, j'aurais peut-être été Lacombe Lucien. Pas du tout parce que je suis juif alsacien que je devais me considérer comme un personnage d'exception pendant la guerre. Nous étions beaucoup de gens qui avions un petit peu plus à nous défendre. Qui était Jean-Pierre Cartier? Jean-Pierre Cartier était un jeune homme, un très beau jeune homme, très beau garçon, qui habitait donc chez sa sœur et son beau-frère, et qui n'avait qu'un rêve, c'était de devenir metteur en scène. Et Jean-Pierre passait son temps au cinéma. Jean-Pierre Cartier, vous l'avez deviné, c'était Jean-Pierre Melville. Moi, je ne l'ai pas connu comme Nano, mais je pense qu'il a dû prendre ce nom à cause de ça.
C'était un surnom. Jean-Pierre, c'était Nano. Quand on parlait de ses tantes ou n'importe qui, disait « Ah, le petit Nano !» C'était ça. Donc il a pris ce nom après, alias Cartier, alias Nano. Mon père avait à Belfort un journal. C'est à cette occasion qu'il a raconté ses captivités et évasions. 2 jours après, Jean-Pierre Cartier, c'est le nom de guerre de Jean-Pierre Grumbach, m'apprend qu'il fait également partie de l'organisation et me remet certains documents et un questionnaire. Il s'agit de se renseigner sur les troupes et le matériel qui partent pour Dakar et Casablanca. 2 jours après, à 23h, Jean-Pierre pénètre chez moi après un coup de sonnette impérieux. Il faut détruire tous les papiers. Le mouvement est découvert. Tout devient question de vie ou de mort. Alors, l'attitude de chacun devient très importante. Il faut savoir, est-ce que je peux compter sur quelqu'un ou pas? Donc, ce qu'il y a de pire, c'est la trahison. C'est un traître, un menteur, un indique, même un individu un peu mou. C'est déjà trop. Parce que pour être pur, il faut être dur. 你睇莫維爾嗰個對男人嗰種感覺幾似中國人嘅一種philosophy， 係好自我嘅。但係喺自我上面咧，亦都會有一個即係好邊緣啊，即係亦正亦邪，邪嘅未必邪晒，正又未必正晒。同埋我好中意佢對白少。人物好似個個唔需要講咁多嘢。Jamais je n'ai parlé lorsque j'ai été attaché de presse du Deuxième Souffle, des personnages du film et de ce qu'ils avaient été vraiment dans la vie. C'est-à-dire du fait que Gu était quand même quelqu'un qui était en prison pour des crimes qui n'étaient pas simplement liés au gangstérisme, mais à tout à fait autre chose. Le fait qu'ils étaient plus que collabos, qu'ils avaient été des ordures antisémites, qu'ils avaient torturé et tout ça, c'est venu... les auteurs de films policiers français étaient pudiques par rapport à ça. Si par exemple, ça, on l'avait su, ça nous aurait amené plus de questions, mais personne ne lui parlait de ça. Personne. Je n'ai jamais entendu dans tous les interviews un seul journaliste le questionner là-dessus. Mais à un moment, je disais, on se reproche surtout d'avoir traité les résistants comme des gangsters. Et il m'avait répondu, j'ai rien à me reprocher. Mais c'était le même métier un peu. C'est la même chose. C'est les causes qui étaient différentes. Mais c'était les mêmes pièges, les mêmes trous. Tout était pareil. Mais le premier jour de tournage du Deuxième Souffle, nous étions dans une petite gare où il prenait le train, tout de suite après avoir fait un hold-up sur une route. Il pleuvait, enfin, c'était gris, et tout d'un coup, il m'a appelé, il m'a dit « Melville », je suis venu vers lui, il m'a dit « Ça y est, je suis Gu ». N'est-ce pas? Il avait son chapeau, ses lunettes, sa moustache, son manteau, et il m'a dit « Je suis Gu ». Et je lui ai dit « Non, vous n'êtes pas Gu pour moi aujourd'hui, vous êtes Gerbier ». Il me dit « Comment? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Je lui ai dit ben, « Parce que cette scène que nous tournons aujourd'hui, où vous prenez un ticket de chemin de fer, où vous traversez la voie en marchant sur le passage en bois, et où vous allez vous asseoir sur le banc de l'autre côté, nous la retournerons exactement, cette scène-là, et ce jour-là, avec la même tête exactement, parce que je vous remettrai des lunettes et une moustache, vous serez Gerbier. Alors pour moi, depuis 5 minutes, vous êtes Gerbier. » Et il m'est arrivé un jour de retrouver, il n'y a pas très longtemps, un morceau de papier qui était un peu brûlé maintenant, un morceau de carton, où j'avais collé toutes mes photos pendant mon adolescence, y compris les photos en uniforme. Et j'étais tellement écœuré, tellement abîmé par la défaite, par l'armistice de 40, qui m'avait vraiment fichu un coup terrible, que j'en étais arrivé un jour à écrire cette phrase sous une photo « Plus jamais je ne mettrai cet uniforme sur le dos ». Tellement je trouvais qu'il était inutile d'avoir porté un uniforme pendant 3 ans
pour ensuite être vaincu comme nous l'avons été. Et puis, peu de temps après avoir écrit cette phrase, la seule idée que j'avais encore dans la tête, c'était de remettre au plus vite cet uniforme. Des gens abordent le bateau et un Espagnol avec une baïonnette nous dit « Arriba !» Personne ne bouge. Mais sur le pont, il y avait plein de marins espagnols avec des mitraillettes, etc. Nous passons tous sur la canonnière, les mains en l'air. Les Espagnols nous fouillent et nous font descendre dans la cale. Nous y sommes restés du 4 décembre au matin jusqu'au 24 janvier 1943. Nous avons embarqué sur le Samaria à Gibraltar le 6 juillet. Nous sommes arrivés à Liverpool le 24 juillet. Je suis resté 17 jours à Camberwell et 4 jours à Patriotic School. J'ai vu le commandant Broslet et le capitaine Bloch hier après-midi. J'ai hésité longtemps avant de me donner un nom, c'était bien avant la guerre. Le mien est un nom difficile à prononcer, c'est un nom alsacien. Grumbach, ça devient Grimbach dans le meilleur des cas. Je ne dis pas que je ne l'aime pas, ce nom-là, mais j'étais terriblement attiré déjà par les consonances anglo-saxonnes. Et comme mes trois dieux, enfin les trois dieux de mon enfance, ont été London, bien sûr, Pau ensuite un petit peu plus tard, et puis Melville beaucoup plus tard, enfin juste avant la guerre de 39. Et j'avais eu envie de prendre le nom d'un homme que j'admirais, et Herman Melville était à mes yeux, est encore à mes yeux, un des plus grands écrivains du monde. Quand je suis arrivé à Londres en 1943, j'ai vu pendant mes 8 jours de permission 27 films. Ça, c'est un cinéphile. Je me suis vite rendu compte, à leur vision, que le cinéma avait changé. C'est à Londres que j'ai découvert tout un cinéma d'outre-Atlantique que je ne connaissais pas. Je ne parle pas de Gone with the Wind, car justement, il ressemblait au cinéma américain d'avant-guerre, mais des 26 autres films qui avaient été tournés entre 1942 et 1943. À Londres, le cinéma et le monde ont pris pour moi une autre tournure. Et le 11 août 1943, j'ai passé la journée entière à Londres avec Pierre Brossolette, et je suis parti à pied avec lui à travers Londres, de Duke Street, le bureau du BCRA, jusqu'à la gare de Victoria, où il prenait le train pour aller prendre le bateau pour aller à Alger. Pour les Français, la guerre sera finie quand ils pourront lire Le Canard enchaîné et voir ce film merveilleux. Mais quand il parlait de la résistance, il ne parlait jamais de son rôle dans la résistance. Il disait qu'il avait été à Londres et qu'il était revenu, qu'il avait une admiration énorme pour De Gaulle. De temps en temps, il y avait le colonel Rémy qui était invité à dîner. Il le traitait avec énormément d'égards et nous disait à tous que c'était un événement très, très important. Mais il n'a jamais parlé de ça. Il n'a jamais expliqué. Il ne s'en est jamais vanté. Il n'avait rien du genre ancien combattant qui parle du temps de la guerre. Jean-Pierre était un homme de droite, beaucoup plus que de gauche. Enfin, il se disait, il avait une jolie expression, il disait « Je suis un anarchiste essuie-glace ». Un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à droite. Moi, je suis né au Portugal, j'ai grandi au Mozambique, et après je suis revenu en France. Et on me disait toujours, il faut un Portugais du Mozambique pour s'intéresser à un cinéaste fasciste. Attention, à l'époque, c'était 69, un cinéaste fasciste, c'était un cinéaste gaulliste. Mais je pense que tous les gars de cette époque étaient gaullistes, à 90%.
Je crois qu'il lui a écrit, il a écrit à De Gaulle pour des raisons, je ne sais plus lesquelles, mais qui lui a répondu une lettre élogieuse, une lettre sympa, agréable. Il l'avait dans son bureau, évidemment. Il l'avait mise avec un portrait de Gaulle avec la lettre en dessous. Il était très fier de ça. Je le comprends d'ailleurs. Quand son studio a brûlé, il s'est aperçu de deux choses, qu'il avait oublié son chat dans les flammes. Il avait un chat qui s'appelait Amok, magnifique, ou je ne sais plus comment il s'appelait le chat, mais un merveilleux chat. Donc, et la photo que lui avait dédicacée De Gaulle. Donc il est retourné dans les flammes, il a pris la photo, il a pris le chat, il est revenu. Melville, c'était un homme de droite qui avait un comportement de la vie que beaucoup d'hommes de gauche pouvaient envier. Après avoir été très longtemps de gauche, j'ai très peur de tout ce que la gauche représente. Non pas la gauche, mais de tout ce que l'extrême gauche représente. Et vous avez beaucoup d'amis chez les communistes? Pourquoi pas? Pourquoi n'aurais-je pas d'amis chez les communistes? Au revoir, camarade. Vous êtes communiste? Non, mais ça ne m'empêche pas d'avoir des camarades. Il avait fait même, si je ne me trompe pas, la campagne de Mitterrand. Il y a un petit groupement qui s'est fait autour de Mitterrand qui réclamait à Melville de recevoir Mitterrand. Il était connu comme un type qui est frère d'un socialiste important, et il croyait à adopter ce type-là dans l'armée socialiste. Et alors là, Melville a commencé par lui dire comment s'habiller. Il s'habillait mal. Il s'asseyait puis sa veste montait comme ça. Il lui a donné des conseils qui étaient pratiques. Et puis l'autre l'écoutait et puis finalement l'adoptait pour ça. On parlait de Jacques Grimbach comme une personne très différente de Jean-Pierre, beaucoup plus introvertie, beaucoup plus sérieuse, plus de distance, plus de présence, sans doute. Il a été très proche de Léon Blum, qu'il a appris à connaître en faisant des articles sur lui. Pierre Brossolette et mon père étaient deux amis inséparables. Pierre Brossolette était le meilleur ami de mon père. Et mon père était un très grand journaliste qui avait créé des revues, en particulier une revue qui s'appelait Révolte. Il était conseiller général de la région de Romilly dans l'Aube. Donc moi, on m'avait toujours dit que mon père était un ennemi public pour les Allemands, ce qui était vrai. Et on s'aperçoit qu'à travers ses lettres, il avait fait un réseau pour faire venir des Juifs d'Europe centrale et pour les faire repasser en France. Et ça, c'est extraordinaire. Marseille, c'est une zone libre. Je crois que c'était un point de départ de certaines missions que faisait Jean-Pierre pendant la guerre. Donc il y retrouvait mon père, qui lui avait été obligé de partir de Paris puisqu'il était rédacteur au Populaire, et puis il était surtout l'un des plus proches collaborateurs d'Léon Blum. Donc il était recherché pour un article qu'il avait fait dans le Populaire, qui était un article totalement dirigé contre Hitler après Munich, qui était un article très, très, très véhément. Donc il était sur la liste noire des Allemands. Dès que les Allemands entraient en France, ils devaient le supprimer. Mon père, déjà, je pense, ne veut pas être que sa présence fasse qu'on nous arrête tous en même temps. Donc déjà, ils se séparent. Jean-Pierre et mon père ne sont pas partis ensemble parce que je pense qu'ils avaient des activités différentes, qui n'étaient pas toujours au même endroit, et donc qui devaient se retrouver en Angleterre sans avoir le moindre doute de l'arrivée en Angleterre et de leur retrouvaille. C'est Jacques, le frère de Jean-Pierre, qui avait trouvé les passeurs. Et ces passeurs ne plaisaient pas à mon père. Et il marchait péniblement, vite séparés par des centaines de mètres. Alors à un moment, Jacques n'était pas là.
mon père a dit au passeur, mais attendez, on vous donnera de l'argent. Il a dit, comment de l'argent? Mais j'en ai pas eu, vous me devez la totalité. Le passeur a dit, je vous amène jusqu'à une cabane où vous vous reposerez pendant 2 heures et je reviendrai en arrière pour chercher Jacques. Et en fait, il est revenu au bout de 2 heures en disant, j'ai rencontré des collègues qui l'ont vu, qui redescendaient vers la France. C'était ridicule. C'est à 2400 mètres d'altitude, dans le site désolé qui voisine le pic Montcalm, qu'on découvrit quelques années après l'armistice les restes de notre malheureux compagnon Jacques Grumbach. Il avait été tué d'une balle de revolver dans la tête. Et puis un jour, il y a un relevé géographique qui se fait au-dessus des Pyrénées. Et les mecs, en faisant des photos, s'aperçoivent qu'il y a un squelette. Donc, ils cherchent à savoir, ils avertissent la gendarmerie, et on va chercher le squelette. Et à ce moment-là, on retrouve le passeur. Et le passeur avoue qu'il a tué mon père. Pour sauver les autres, pour pas que mon père, au cas où il serait pris par les Allemands, parle, soit torturé, etc., comme Pierre Brosselette. À vrai dire, mon père avait une somme d'argent qu'il devait ramener à De Gaulle, et la somme avait disparu. Donc, on juge le passeur. Il avoua l'avoir découvert le lendemain matin, lorsqu'il était revenu sur ses pas, mais dans un état de faiblesse tel que, l'estimant intransportable, il l'avait exécuté. Ce détrousseur de cadavres osa invoquer la résistance et fut acquitté. Je ne savais absolument pas que Jean-Pierre ne s'était pas opposé, n'avait rien fait pour qu'il soit condamné. En estimant que ce passeur avait sauvé énormément de gens, qu'on ne pouvait pas savoir s'il avait vraiment volé ou pas volé, et il a rien fait pour qu'il soit condamné. J'ai abordé la guerre après 2 ans de service militaire, puisque je suis parti au service en 1937. J'étais démobilisé en 40, et en 42, j'ai rejoint De Gaulle, j'ai rejoint la première division française libre. D'abord, j'ai été envoyé près d'Alger, à Délice. C'était un camp d'instruction, et au bout de 6 mois, j'ai pris la décision de demander à l'officier de me mettre dans une unité combattante. Alors il m'a mis au 1er régiment d'artillerie. Du reste, Jean-Pierre Melville était au même régiment que moi. Il était 2e classe, je crois, comme moi. Et on a eu de longues discussions parce qu'il était chauffeur d'un autre officier. Et on a, ensemble, il me racontait ce qu'il allait faire plus tard. Moi, j'avais 19 ans, il devait en avoir 24, 25. Il était très obsédé par le cinéma. Le sud de l'Italie était déjà occupé par les Américains et les Français. On a débarqué facile. La mer était calme, il n'y avait rien de... Et on est resté 3 semaines près de Naples avant de la grande attaque pour remonter. Mais lui, il était très conscient de ça. Puisqu'il raconte tel jour, il dit la date, tel jour, j'ai décidé, après la guerre, je vais faire un studio et je vais faire des films. C'est quand même fou.
C'était dans la nuit du 10 au 11 mai 1944 que j'ai vraiment pris la décision d'avoir un studio. J'étais au bord du Garigliano, l'offensive se déclenchait à 11h du soir. Feu d'artifice qui a commencé, mortel pour les autres, et qui ne s'est arrêté qu'aux tout petites heures du matin. J'ai eu vraiment le sentiment, d'une part, que la guerre allait finir, mais d'autre part, aussi qu'elle était gagnée. Depuis le début de la guerre, je me suis surpris à faire des projets dans cette nuit-là. Et tout d'un coup, je me suis dit, bon, eh bien, peut-être que je ne serai pas tué, peut-être que la guerre se terminera comme je le crois ce soir. La première chose que je ferai en arrivant à Paris, je chercherai un local pour installer des studios. Je crois que très souvent, pour des raisons qui sont propres à sa personnalité, à son héritage culturel du cinéma américain, des grands studios, Jean-Pierre adorait tourner en décor artificiel, en studio. Parce que ça correspondait aussi à sa vision du cinéma comme n'étant pas un art du réalisme, comme étant l'imaginaire, le fantasme, le rêve, une dimension autre. Le cinéma, c'est pas la vie. Ça, c'est une connerie monstre quand on dit ça. Si le cinéma était la vie, il n'y a pas de raison de faire des films. On fait des documentaires. Le cinéma, c'est autre chose. C'est la vie telle que nous aimerions la voir. Il a créé ce studio parce qu'il n'a pas eu la commande qu'a eu Wells au lendemain de son émission célèbre de radio et qui lui a ouvert les portes des studios en disant voilà, vous faites ce que vous voulez. Bon, il savait qu'en France, c'est pas possible et il a créé les moyens de faire ce qu'il voulait. Et ça, c'est lié à l'enfance. C'est quand même de jouer avec... Parce que le cinéma, c'est quand même ça, on joue avec des maquettes. On prend des hommes, on les filme, etc. Et après, ils sont grands comme ça, sur un écran, plus ou moins grand, on l'agrandit, on le manipule dans tous les sens. Et on est dans un monde enchanté. Je me souviens d'une phrase qu'il m'avait dit un jour, « J'ai un peu honte, mais je crois que la guerre fait partie d'un de mes meilleurs souvenirs. » C'est fort comme phrase. Et je dis pourquoi? Pour les relations que j'avais avec les hommes. Jamais, jamais, jamais je n'ai senti ce rapprochement entre les hommes tel que je l'ai vu là-bas.やはり、メルビーの映画っていうのはやっぱり男の映画だっていうふうに男同士の友情とかその仁義とかっていうのを描いた時にすごく輝くなと。それとそういう反抗の精神っていうのが際立って出てきたものとか侍のように一人で孤独で生きていくっていうのがメルビーのすごくいい特色だと思うんですね、彼の映画の。對我自己嚟講就係話，我會覺得友情係可貴嘅，人情係重要嘅，社會嗰個即係道義啊，人與人嗰個所謂叫誠信咧係重要嘅。Probablement Delon, qui est un homme qui est plein de pudeur, qui cache vraiment ses sentiments, qui avait certainement un énorme amour pour Melville, énorme.
Au fond, Delon aurait pu être le fils de Melville. Je pense que Delon aurait pu être le fils de Melville. Et que Melville aurait été très très fier d'avoir un fils comme ça. Et que Delon aurait été excessivement fier que Melville soit son père. Et donc est née une véritable amitié très forte, de mentor littéralement, puisque lorsque j'ai décidé, enfin j'ai obtenu le droit de faire mon second long métrage, je suis allé le voir pour lui en parler. Et donc je lui ai présenté le script fini, découpé, plan par plan. Voilà. Il m'a dit, si vous voulez, on peut regarder ça ensemble. Il a chaussé ses lunettes autres que Ray-Ban, pris son gros stylo Montblanc, il a commencé à corriger des trucs, prendre des notes et me dire des choses. Et en fait, il m'a donné une véritable master class, quoi. Donc, surtout sur Sans mobile apparent, puisque j'ai appelé mon film Sans mobile apparent, il m'a dit, écoutez, vous partez pour Nice, très bien, n'hésitez pas à m'appeler si ça ne va pas, ou on s'appelle, je garde un exemplaire de votre script. Et donc, vous me direz ce que vous avez tourné, ce que vous n'avez pas tourné, comment ça se passe et tout. Et j'ai pratiquement, pas tous les soirs, mais un soir sur 2 ou 3, appelé Jean-Pierre, lui dire comment ça s'était passé, que je faisais tel plan, telle séquence. Je l'imaginais, lui, au téléphone à Paris, en train de regarder le script. Et vous imaginez, quand même, c'est extraordinaire, quand même. Il y a même un soir où j'étais vraiment dernier degré de la fatigue, et non pas de la dépression, mais disons, il y a un moment donné, une lassitude quand on tourne. Il m'a dit, Max, si vous voulez, je prends la Rolls, je prends la route, j'arrive, personne ne me verra, tu parles, personne ne me verra, le chapeau et les lunettes. Je monte vous voir dans la chambre et on travaille ensemble. Il était prêt à traverser la France pour venir aider son copain, son fils spirituel, appelez ça comme vous voulez. Je lui ai dit non, bien entendu, merci, mais c'était bouleversant. Il avait quelque chose, alors là, c'est le contraire de l'image qu'on a de lui, il avait quelque chose de très humain. Lors de rapport de camaraderie, voilà. Ce serait le mot que j'emploierais, qui peut-être lui venait de la guerre. Et je ne sais pas ce qui serait passé si Jean-Pierre, pendant la guerre, avait eu en face de lui un Allemand et que l'un des deux devait tirer. Est-ce que vous avez de la rancune à l'égard de ceux qui ont été vos adversaires? Absolument pas. Vous n'avez pas le goût de la vengeance? Ah non, pas du tout. Alors, pas du tout. Il vous arrive de rencontrer vos adversaires? Vous avez des amis anciens SS? Ah oui, absolument. Quels sont vos rapports avec eux? Excellent. Fraternel. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je t'oublierai. Dis, tu resteras tout ce récit? Non. On va être relevé, on part pour la Russie. J'aurais tellement voulu que tu restes tout ce récit. Quand on part de Paris, qu'on va vers Orly la nuit, on se croirait sur un freeway américain. Et moi, Jean-Pierre m'a mis avec lui, mettait de la musique américaine et me disait « Ferme les yeux, on est aux États-Unis ». De Sienne, on est redescendu pour prendre un bateau pour débarquer en Provence. On était très ignorants. On savait qu'on allait débarquer à Cavalère. Alors, il y avait, je sais pas moi, 3-4 bateaux qui étaient remplis de Français. J'avais peur pendant dans la route qu'on soit attaqué, qu'on coule. On n'a pas été attaqué. On a débarqué à 5 heures du matin à Cavalère. À mon avis, c'est aussi ça qui l'a rapproché du cinéma américain. Parce que la guerre, c'était aussi les États-Unis, qui débarquaient partout, etc. Donc, à ce moment-là, il a rejoint, il a retrouvé le cinéma américain dans sa guerre. Le western, ça a remplacé la tragédie grecque. Hein? Seulement, lui, Melville, au lieu de faire deux types sortent de prison, hein, et que vont faire un casse, une banque et tout, il sort à cheval, il sort de 2 gangsters qui prennent une voiture et qui vont faire la même chose. Mais c'est du western urbain.
La Nouvelle Vague a été fascinée par Melville jusqu'à 2 hommes dans Manhattan. Après, on a considéré qu'il faisait du cinéma américain. Je lui ai posé la question. Elle a dit non, je ne fais pas du cinéma américain. Il dit un jour je ferai un film américain et vous verrez ce que c'est. Il reproduisait des découvertes du coup de l'escalier, et des papiers peints du coup de l'escalier, je pense, est présent dans tous les films de Melville. Je pense même que la forme des fenêtres du commissariat du Doulos est américaine. Elle n'est pas française. Quand il parlait de William Wyler, c'était pas du metteur en scène à Hollywood, mais c'était avant tout du vendeur aux 100 000 chemises au Grand Boulevard qui venait de Mulhouse. Et donc, ce rêve américain de comment on peut partir de Mulhouse et arriver à Hollywood et avoir un Oscar. Et en même temps, ce rêve, il ne l'accomplissait pas parce qu'il y avait toujours un moment où, sans s'en rendre compte, il faisait quelque chose que n'aurait pas fait Wyler. C'est-à-dire qu'il concevait un plan qui pouvait être un plan de Wyler, mais lui, il le faisait durer 25 secondes de plus que l'aurait fait durer Wyler, et du coup, le plan devenait presque plus proche de Bresson que de Wyler. Il est allé chercher chez ce qu'il appelait les 63, parce qu'il y en avait 63 selon lui, grands metteurs en scène américains des années 30, 40, 50, toutes sortes de leçons. Il ne l'a pas copié, mais enfin il s'en est inspiré. Il a fabriqué l'écriture Melville, le ton Melville, le style Melville. Et ensuite, quelques générations plus tard, des Américains ou des Chinois ou des Taïwanais, des Hongkongais sont allés chercher ce que lui-même avait fait, c'est bien que c'est véritablement un cycle entier qui n'est pas exclusif au cinéma. C'est assez fréquent en matière d'art, en matière d'expression artistique. Je crois que l'influence de Melville reste énorme. Pas seulement le cas de Tarantino. Moi, j'étais tellement surpris. C'était avant le premier film de Tarantino, quand je le rencontre à Sundance, qui me dit que Le Doulos, c'est son film préféré. J'ai dit, mais comment même? Il y a une copie aux États-Unis du Doulos, et lui, tellement rapide et tout ça, quel est le rapport? Et moi-même, j'ai pas travaillé au Samouraï, mais souvent, je pense, quand je commence un film, je pense au Samouraï. 其實我你咁講咧，即係我自己覺得梅維爾導演係一個即係幾影響香港電影動作片嘅，其實都有，即係話嗰類英雄人物、現代式嘅英雄啊，嗰種浪漫啊，同埋即係嗰個風格啊。即係呢啲嘢，梅維爾係歐洲電影帶喺香港度嘅，呢個係我諗唔止添，可能連日本仔都學嘅有啲。我覺得佢嘅影響亦都係相當大嘅，即係我覺得冇辦法排除咗，因為佢哋製造咗呢啲嘢，我哋睇咗之後入咗腦度，其實你話唔似佢都唔得啦，因為你不知不覺潛移默化咗。如果我哋唔係欣賞佢，點解會有啲嘢咁似咧？咁就好奇怪噶嘛！咁你即係一早就已經俾佢吸引咗啦，唔使諗啊，係咪？日本のそのギャング映画っていうのはすごい全然リアリティがないんですね。本当に娯楽映画として作られてたんですけども、フランスのなんていうかギャング映画っていうのはなんかすごく遠い国だっていうこともあるのかもしれないですけども、すごくリアルでなんていうか暗くて、で男のその孤独っていうのがすごくよく出てて、僕は子供の時にそういう映画を見てなんか映画ってなんかすごい怖いもんだしいいもんだなっていうふうに思いましたね。Et un jour, il était venu, il voit rendez-vous avec sa sœur,
qui était réfugié là-bas, près de Grenoble. Et j'ai entendu qu'il parlait, j'étais dans la maison de prisonniers, et il parlait avec quelqu'un, j'entendais sa voix, je dis, mais je connais ce type-là. Puis alors, je voyais qu'il était devenu très différent, large, gros, fort. Il avait changé énormément. Il avait, je dis, mais je vous connais, vous, j'ai dit à un type. Il dit, alors, tu me connais, tu me tutoies, tu me dis vous maintenant. Alors, il m'a reconnu, lui, tout de suite. Alors là, on s'est bavardé, on s'est promené, puis il m'a dit, tu sais ce que je veux faire comme métier? Ça, je te le jure, je vais être metteur en scène de cinéma. Ça, je te le jure, je serai metteur en scène. Je me souviens de cette phrase. Et il est devenu. Après la libération, à son retour de l'armée, quand Jean-Pierre s'est réinstallé et a pu se donner à sa passion qui était le cinéma, il a préparé son premier film, qui était Le silence de la mer, il a été énormément protégé par les amis de mon père. C'était des hommes politiques de gauche, évidemment, c'était des gens du Parti socialiste. Je suis revenu au moment où il a présenté Le silence de la mer. Il avait fait des excès, il avait convoqué le président de la République, je ne sais pas comment il avait fait. Et alors, plein de types de personnalités, tous les journalistes, il y avait tout le monde. Il avait réuni tout Paris. Quand j'ai demandé à Vercors, en mars 1947, l'autorisation de porter à l'écran son œuvre, je me suis heurté à un refus catégorique, ce qui m'a obligé à faire le film sans l'autorisation de Vercors. Ce qui n'était pas aussi terrible que cela peut paraître. Ce qui a été beaucoup plus terrible, c'est que le film terminé, Vercors m'a obligé à le présenter à un jury de résistants de son choix, qui devait donner droit de vie ou de mort au film. Le jury de résistants a accepté le film. S'il ne l'avait pas accepté, j'aurais été obligé, comme j'en avais fait la promesse à Vercors, de brûler le négatif. Melville, il le dit lui-même, était un des rares à avoir été un auteur complet, en ce sens qu'il était responsable de ses moyens, comme Chaplin ou Pagnol. Ça, c'était assez fascinant. Quelqu'un qui aimait le cinéma au point de tout risquer, parce qu'il a tout risqué quand même, dans cette aventure. Les syndicats l'ont traîné devant les tribunaux parce qu'il n'occupait pas l'équipe minimum. L'équipe minimum, à l'époque, c'était 21 techniciens, même pour tourner un plan de raccord au coin d'une rue. Et le juge lui demande, mais enfin, monsieur Melville, l'équipe minimum pour vous, c'est quoi? Il a dit, monsieur le juge, 2 personnes, monsieur Henri Decas, mon directeur de photo, et moi-même. Je me souviens quand il avait écrit le script de 2 hommes dans Manhattan. Il avait écrit le rôle de Moreau pour moi. Alors Moreau, c'est un journaliste pur et dur, comme il est dans le film d'ailleurs. Il me dit, alors tu as lu? Alors, le rôle te plaît? Non. Comment non? Non, c'est l'autre qui me plaît. Alors, comment, le reporter photographe? Je dis, bien sûr. Alors il me dit, mais c'est gênant, ça ne m'arrange pas du tout ce que tu me dis. Mais qui va faire Moreau? Et je le regarde dans les yeux, je lui dis, toi. Il me regarde, il dit, comment moi? Je dis, oui, c'est pour toi, c'est toi Moreau. Il ne voulait pas jouer, il n'avait pas l'intention. Et puis finalement, je l'ai persuadé. Et finalement, il s'en sort très bien. Toute la première partie de la période de Melville, jusqu'à 2 hommes à Manhattan, il y a du vécu de Melville, par Melville. Après, il n'y en a plus. Après, il y a du cinéma. Il y avait une horreur du temps de la Nouvelle Vague, c'était le chant contre chant. Or, Melville, il faisait le chant contre chant. Il a dit, c'est peut-être pas moderne, mais c'est très efficace. Et il le faisait, mais pas n'importe comment, il le faisait avec une précision que je n'ai jamais vue chez aucun autre metteur en scène.
Par exemple, là, s'il faisait un chant contre chant entre nous deux, il faisait mesurer au mètre la distance entre l'objectif et votre œil, 58 cm. Quand il faisait le contre-champ, il fallait que moi je me mette 58 cm exactement l'œil du centre de l'appareil pour que les regards se croisent vraiment. Et puis la grosseur des plans qu'il choisissait méticuleusement, et du coup de ce cliché chant contre chant, la façon la plus bêta de résoudre une scène, il faisait un art. Quand je revois, et j'ai tous vu au moins 10 fois, ces films, parfois même plus de 10, certaines séquences, je suis quand même assez ébloui par la fluidité, la souplesse, le sens incroyable du timing, le choix très audacieux de la lenteur, des silences. Aucun plan gratuit, jamais. Jamais il se fait plaisir. Il ne fait jamais un plan pour le plaisir de faire un plan, pour se dire je suis un metteur en scène. En tout cas, dans les films majeurs. Hein. Et un assez brillant maniement des comédiens et des comédiennes. Quand on travaillait sur le Doulos, déjà sur sa façon d'adapter le roman, il avait... la façon dont il faisait l'adaptation, c'est il avait le roman, il faisait acheter 2 exemplaires pour avoir le devant et le derrière de chaque page, hein, et il notait les passages qu'il voulait prendre. Alors moi, il fallait que je les découpe et que je les colle sur des feuilles blanches. Alors, entre les passages découpés du livre, il écrivait ces lignes de scénario, ces raccords, des dialogues additionnels, des choses. Et parfois, quand il tombait sur une scène, il ne savait pas comment résoudre, il descendait sur le plateau du studio, il faisait emmener par son factotum 2-3 feuilles qu'on appelle des murs, une feuille avec une fenêtre, une autre feuille avec une porte, pour pouvoir simuler la situation. En général, c'était toujours très minimaliste. Et d'ailleurs, pour le tournage du film, c'était toujours tout aussi minimaliste. Mais là, en tout cas, pour essayer la scène, pour voir comment on pourrait faire avec le minimum. Il y a une chose qui m'a toujours amusé. Dans les films qu'il a fait, la plupart, au début du film, il y avait une citation japonaise ou... je crois que les 9/10 étaient de lui. Ils les avaient inventés complètement. La photo, les cadrages, les dialogues, le débit des acteurs, hein, tout ça, c'est dire, c'est parfait, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas un plan dans le deuxième souffle, hein, qui fasse tâche. Rien. Tout est parfait. Il ne disait pas à l'acteur comment il fallait faire. Il dit, ben cherche, on attend. Donnez le moteur. Mais comment je fais? Moteur. L'acteur est là, la situation est là, il est au pied du mur. Il faut qu'il trouve en lui-même maintenant le moment, la réaction, comment faire. Et plus il y a de pression, plus Melville était content. Hein, c'est toujours le côté fil de rasoir. Sur les plateaux, il est arrivé à être odieux. Hein, odieux. Ses rapports avec Ventura, c'est inimaginable. C'est des histoires inimaginables. Et je pense que derrière les ruptures, les fâcheries, les silences, Ventura est là, je ne sais plus sur quel tournage, et il dit à son assistant, dites à monsieur Ventura de se déplacer. C'est ridicule aujourd'hui, ça se ferait plus du tout. Mais j'essaie toujours de trouver des explications, parce que comme j'aime cet homme, non pas pour l'excuser, mais je crois qu'il voulait créer des tensions. Et mettre Lino, un personnage lui aussi, dans un état, surtout pour le deuxième souffle, de crispation, de réticence, d'enfermement sur son personnage, sur soi. Et en même temps, comme il savait que c'était un monstre d'orgueil, Lino, et Jean-Pierre l'était aussi, fouetter son orgueil afin d'obtenir de lui, par une confrontation hostile,
quelque chose qu'il aurait peut-être très bien pu obtenir par, au contraire, un dialogue d'amitié et d'affection. Un jour, Laurent m'appelle, il me dit « Tiens, au fait, on a rendez-vous Régénère, il m'a appelé un samedi ou un dimanche. Lundi matin, on a rendez-vous à 9h avec Jean-Pierre Régénère. On commence le deuxième souffle. » Sauf qu'au bout de 3 semaines, le producteur n'avait absolument pas payé ni l'équipe, ni Jean-Pierre, ni qui que ce soit, ni la préparation. Donc l'équipe technique, et c'est normal, comme a dit, on s'arrête. Et il a convoqué, au studio Génère, il a convoqué le producteur, lequel est arrivé, pourtant beau, comme on faisait à l'époque, les producteurs, avec une veste en cachemire, une très belle chemise, des très belles pompes. Jean-Pierre lui dit, tu sais, tu as de belles pompes. Oh, tu as de très belles pompes. Et l'autre lui dit, bah écoute, oui, comme toi, hein, j'achète mes pompes chez Western. Toutes mes chaussures viennent de chez Weston. Toutes mes pompes viennent de chez Weston. Ah, t'as une belle veste. Hein. Oui, cachemire, il disait soirée. Hein. Puis Jean-Pierre se lève, il lui dit, mais tu as une sale gueule, mon pote. Et bang! Il lui tire un coup de poing et l'autre est allongé par terre. Il lui dit, tu es un salopard, tu n'as pas payé les équipes, tu te fous du monde, tu fais tomber un film, tu es une horreur, et commence à lui donner des coups de pied, et l'autre appelle au secours, appelez la police, au secours, appelez la police. Pendant le tournage de Léon Morin, tournage en extérieur, ce dont il avait horreur, à Montfort-l'Amaury. Alors, on était un peu en avance sur le plan de travail, et dit, tiens, si on faisait la scène où les Allemands prennent des otages et embarquent une cinquantaine de pauvres gens sur un camion pour les déporter. J'ai dit, mais c'est pas prévu pour aujourd'hui, hein, c'est pas sur la feuille de service, il n'y a pas de figurant. Et il dit, bah, mon coco, tu n'as qu'à aller dans la rue et tu vas en trouver tout de suite. Et je me souviens à ce jour, comme je me sentais mal à l'aise quand je parlais, enfin, j'avais un accent allemand quand même toujours, aux gens s'ils ne voulaient pas figurer une séquence de déportation. Moi, allemand, leur demandais dans l'épicerie et aux ménagères. Ça n'avait rien de sadique, hein. C'était simplement comme une épreuve d'initiation. Je reviens, au bout d'un quart d'heure, Jean-Pierre attend pendant ce temps-là au bout de la rue, assis dans sa voiture. J'ai dit, ben, Jean-Pierre, tu n'as pas trouvé de figurant, il va falloir qu'on le fasse demain. Et puis il me regarde et dit, tu sais quoi, Coco, tu es parti perdant. C'est parce que tu n'as pas cru que les gens ne sont pas venus. Et puis, il met le moteur et il part. Melville, c'était vraiment un homme qui vivait pour le cinéma, qui rêvait le cinéma, qui faisait toujours. Il disait, c'était très marrant parce qu'il disait, même quand je dors, je fais un film. Dans mes rêves, partout, dans tous mes actes de ma vie. Mais sa grande satisfaction, moi je ne l'ai jamais vu aussi heureux et détendu, ça a été le succès du Cercle Rouge. Il faut voir que ça a été extraordinaire. Et là, il était content. Là. Il avait atteint ce qui était au fond son objectif central, la certitude d'avoir fait un film qui correspondait à sa vision du cinéma, à ses règles, à ses goûts, à ses influences, sans jamais racoler, sans jamais faire la pute, et en même temps, en touchant le plus grand public. Parce qu'il considérait que les films n'étaient pas faits pour être montrés dans les salles vides. De film en film, plus il devenait froid, dans sa mise en scène, dans son cadrage, dans la façon comme il voyait les plans et tout. C'est vrai que c'est des films qui ont l'air froids, mais plus ils s'humanisaient en même temps. On voit bien que ce qui l'intéresse, c'est la solitude, c'est l'incapacité des gens de véritablement s'aimer, c'est le malheur qui l'emporte sur le bonheur. Ce sont des films sinistres, hein, on rigole pas beaucoup. Hein. Il s'était enfermé dans son univers de cinéaste. Bon, premier signe extérieur, il ne sortait que la nuit et pas le jour. C'était déjà pour ne pas voir les gens. Il n'avait aucune envie de se mêler aux gens, aucune curiosité de cette façon-là de s'engager dans la vie mondaine ou sociale. C'est un personnage qui s'était fabriqué une image
une image physique, du pied à la tête, hein, tout le décor autour, la voiture, et c'était... etc. Et on sentait que c'était une protection d'enfer pour protéger. Il était très fragile finalement. C'était quelqu'un qui avait besoin, qui était très sensible. Et donc il a travaillé à essayer de se protéger de tous les côtés. Et je crois que c'est ça. Et je crois que c'est ça aussi dans l'écriture des scénarios. Que l'écriture des scénarios, tout ce qu'on a pu, y compris moi, lui reprocher dans la deuxième partie de sa vie, ses scénarios américains, etc. En réalité, c'était une façon vraiment de se protéger. D'ailleurs, en fait, même si on avait une vraie complicité, hein, et une intimité inouïe, il avait des poches entières de pudeur et de discrétion sur sa vie, qui étaient presque la dissimulation. Mais j'ai jamais su véritablement la vérité. Je ne dis pas que c'est un mythomane, encore que tout artiste l'est un peu, tout créateur ne fabule pas, mais disons, réadapte la réalité de sa mémoire à autre chose. Moi, je découvre après le livre, la sortie du livre, qu'un de ses grands amis, c'était Léo Ferré. J'ai une passion pour Léo Ferré, pour Jacques Brel, pour Léo Ferré. Mais c'était un ami. Et j'ai dit, mais Jean-Pierre, comment ça se fait, hein? Vous ne m'avez pas dit. Il m'a dit, mais vous ne savez rien de moi. Vous êtes la personne qui sait le moins de moi. Ça, il était terrible, hein, pour des choses comme ça. Hein? Et vous savez pourquoi il m'a dit une fois? Parce que vous ne posez pas les questions qu'il faut. Sa rupture d'anévrisme, sa mort, pour moi, est évidemment due à sa condition physique. Il était beaucoup trop enveloppé. Hein. D'abord, il avait un cœur fragile. Et je crois que ça a été dans la famille, mais il était beaucoup trop enveloppé. Il faisait aucun exercice, c'était hallucinant. D'ailleurs, cet homme vivait, c'était grotesque. C'était le contraire de ce qu'on doit faire si on veut survivre. Mais je pense aussi, je suis sûr même, qu'elle est en grande partie due à l'angoisse totale qui le rongeait après avoir essuyé l'échec d'un flic et pendant la très difficile et très pénible écriture de ce qui ne sera jamais son nouveau film. Ce n'est pas par hasard, hein, que je pense qu'à un certain moment, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, quand on vit pour son métier, on n'a plus raison de vivre quelque part. Et l'échec, le faux échec d'un flic, hein, a certainement à voir avec le départ prématuré de Jean-Pierre Melville. Là aussi, ça a été un choc effrayant, parce que voir cette masse humaine, cette force, cette intelligence, cet humour, cette émotion, cette tendresse, cette complicité, cette présence d'un homme qui avait une présence inouïe. Il pénètre dans une pièce, il n'y a plus personne, plus personne. Ça, c'est comme les stars ou les gens de pouvoir. C'est comme les gens de pouvoir. Tout d'un coup, brutalement, un soir, dans un restaurant du 13 ou 14e arrondissement, je ne sais plus, s'arrêter en faisant une espèce de grimace et en s'écroulant, c'est un peu bouleversant. Je crois que si j'étais mort et que j'ai un frère jumeau qui puisse penser à moi comme je peux penser à moi à cette époque-là, il n'aurait pas de regrets non plus. C'est une période qui a été fantastique, qu'il fallait vivre. Et je suis heureux d'avoir eu 22 ans en 39. Je trouve que c'est une grâce que l'on m'a faite.